Tout à fait. Alors la parodie et le pastiche cinématographique, comme procédé réflexif, offre un effet de retour critique sur le cinéma et sur un certain nombre de films emblématiques de son patrimoine. On va rapidement aborder cette fonction discursive assez évidente et qui a par ailleurs été amplement débattue par les tenants de on va dire les partisans de l'ironie ou de la neutralité postmoderne. Donc on va aller assez vite là-dessus. Pour finalement s'intéresser à des relations plus profondes qui unissent pratiques référentielles et pratiques critiques et qui prennent racine dans deux composantes communes, deux articulations communes, à savoir la composante mimétique et puis l'utilisation des émotions. Alors très rapidement, donc, je vous rappelle un petit peu la place de la fonction discursive dans l'histoire de ces deux notions de parodie et de pastiche. Donc, du grec parodia, donc le mot parodie ne spécifie, signifierait chanter à côté, chanter faux, chanter dans un autre ton. Donc, on n'est pas dans une tonalité qui serait fixe, qui peut être interprétée comme contre, à l'opposé, mais aussi à côté d'eux. Donc, les premières occurrences de la parodie suggèrent la raillerie, la critique, mais possiblement donc le sérieux, voire même la déférence. Donc autant de relations aux œuvres antérieures, signifiantes par les écarts qu'elles creusent, par les défauts ou par les qualités qu'elles peuvent pointer. Historiquement, le pastiche désignait un mélange d'imitations assemblées de façon à former un ensemble cohérent, quoique composite. Durant la Renaissance italienne, étaient nommées pastiches les peintures intégrant des imitations de différents peintres. Ce travail se voulait sérieux et était rapproché des pratiques de copie. Le mot pastiche garde cette connotation négative dans la langue italienne en étant associé au flou, au mélange douteux. Dans ce contexte, le pastiche est bien trop proche du plagiat pour se voir doté de capacités discursives à l'égard des œuvres empruntées. Les classiques, imprégnés par la poétique d'Aristote, vont le rapprocher de la parodie et le comique va alors permettre de distinguer de façon constructive le pastiche du plagiat tout en estompant les frontières entre parodie et pastiche. Lorsque Michael Batkin s'attache à décrire le rôle fondamental de la parodie dans la création littéraire, il en propose une définition suffisamment large pour pouvoir intégrer le pastiche, ou du moins les pratiques qui s'y rapportent, à la parodie. La force critique de la moquerie parodique stimulerait le renouvellement littéraire, la critique reposant ici sur une relation destructive aux œuvres empruntées. Enfin, tout ceci est bien connu, donc Genette va faire glisser en arrière-plan la dimension comique afin de restaurer le pastiche comme imitation stylistique et battre en brèche l'idée selon laquelle le pastiche serait dépourvu de potentiel agressif. Les régimes vont donc constituer de fait un des principaux enjeux de la réflexion sur le pastiche et la parodie à la fin du XXe siècle, donc ironie parodique, par exemple pour Linda Hedgeson, et neutralité du pastiche pour Fredric Jameson. Cette importance accordée au régime insère les définitions de ces notions dans une économie de pensée qui se veut avant tout discursive. Et de façon significative, Margaret Rose aborde également la terminologie postmoderne du pastiche en mettant en avant la complexité communicationnelle attribuée à ses usages contemporains. Le pastiche gagne ainsi théoriquement une dimension discursive qui a toujours été reconnue en fait à la parodie, qui, si elle ne constitue pas un discours critique dans la forme, peut le rejoindre en termes de contenu. Cette dimension discursive va être prise en charge par la théorie du cinéma, qu'il s'agisse pour les précurseurs de Christian Metz ou de Robert Stam. Quelles qu'en soient les lectures, idéologiques ou esthétiques, parce que la postmodernité se caractérise comme perte des grands récits, ces objets sont inévitablement abordés dans leur capacité à abonder, contrer, remplir, détourner cette perte. Dans cette conjoncture, la dimension proprement métadiscursive et la capacité réflexive de la parodie et du pastiche sont excessivement valorisées. La mise en avant des régimes étant symptomatique de cette quête discursive qui valorise une dimension intrinsèque de la parodie et du pastiche au-delà de tout effet de périodisation. Alors pour donner chair à ce que je viens de vous dire, je vais simplement relater deux exemples de fonctionnement, de fonctions critiques dans des parodies et des pastiches cinématographiques.
Alors on peut considérer les westerns italiens, notamment ceux de Sergio Leone et de Sergio Sollima, comme des pastiches de westerns hollywoodiens, puisque ces films offrent un renouvellement formel, souvent qualifié de baroque pour le montage par exemple, mais également un renouvellement en termes de contenu, puisque ces films nous présentent une société paupérisée, une sorte de microstructure fonctionnant selon un capitalisme sauvage et dont la violence exacerbée est en fait l'expression des rapports de force et des inégalités. Donc, ces westerns italiens peuvent être lus comme une critique de la dimension proprement idéologique et masquée du western hollywoodien. Faire des westerns de gauche, comme Léon, ou de façon encore plus politiquement revendiquée pour Sergio Sollima, est une façon de dénoncer ce contenu réactionnaire du western américain qui, pour la génération de ces réalisateurs ayant grandi sous le règne de Mussolini, n'ont connu du cinéma hollywoodien que ce que la censure voulait bien laisser filtrer. Or, précisément, ces westerns classiques incarnaient aux yeux de Mussolini l'expression d'un idéal sociétal, travail, famille et mythologie nationaliste. De ce point de vue, les westerns italiens articulent très clairement critique du discours et des formes des westerns hollywoodiens classiques. Alors pour rester dans le même cadre générique, je vais évoquer rapidement comme exemple de critique parodique Les Chercheurs d'or, un film de Butzel avec les Marx Brothers, qui reprend lui aussi des thématiques du western classique, notamment d'un film emblématique du western, Le Cheval de fer de John Ford. La construction des voies de chemin de fer, filmée par John Ford avec des jeux de cadre et de rythme qui ne sont pas sans faire écho au cinéma soviétique, glorifie la puissance constructive et la mixité de la population américaine. Trait d'union autant géographique que symbolique, le train devient l'expression de l'unité de l'État-nation américain et d'une vision très progressiste de l'histoire américaine. Selon un procédé d'inversion symétrique carnavalesque, le train devient, dans le film des Marx Brothers, source d'inégalité et de division par la spéculation immobilière qu'il provoque. Plus encore, ce n'est pas la construction du train qui nous est donnée à voir, le train se consumant littéralement dans une surenchère de dépenses énergétiques. Il s'agit bien plutôt donc de destruction. Au-delà des effets comiques irrésistibles qui structurent chaque séquence du film, les chercheurs d'or dénoncent la naïveté du regard progressiste porté par le cheval de fer. Donc, ces deux rapides exemples nous montrent la façon dont peuvent procéder ces films populaires, ces parodies et ces pastiches cinématographiques pour construire un discours critique au sens romantique, donc critique en tant que réflexion dans le médium de l'art. Au-delà de ce fonctionnement discursif relativement évident et accessible, donc comme je viens de le dire, y compris pour le grand public, il existe d'autres points communs, d'autres modalités de fonctionnement communes aux pratiques référentielles et à l'activité critique dans la variété de ces formes et de ces discours. Donc, parmi ces différentes modalités, la première et la plus évidente est la mimésis, sur laquelle repose le principe d'analogie qui va permettre le rapprochement entre œuvres premières et secondes, et ensuite donc la question des émotions et de son articulation avec la critique impressionniste. La mimésis constitue une opération structurante également pour la critique, confrontée à des modes d'évocation des œuvres jouant sur des modalités de représentation et prenant forme donc pour la critique avec la question de l'ekphrasis, c'est-à-dire de comment finalement on peut décrire un film dans un texte. Convoquer des œuvres implique un travail passant par des formes mimétiques. Plus encore, le travail même d'appréhension et de restitution de l'œuvre d'autrui participe du geste critique dans la mesure où les parties prenantes du processus de compréhension et d'analyse de l'œuvre, c'est le pré-comprendre décrit par Paul Ricoeur. Le faire artistique y est saisi comme agir dans ses fonctionnements et enjeux. Organisé de façon intelligible en fonction des contraintes et des conventions propres à chaque médium, cette précompréhension est mise en forme et structurée pour le lecteur. Si le critique ne prend pas toujours le temps de décrire le film critiqué, tout au moins, et ce depuis les années 10, la critique cinématographique consacre quelques lignes à raconter le film, c'est-à-dire à le ressaisir sous une forme synthétique dont l'apparente neutralité, en mettant en évidence des rouages narratifs, contribue dans un premier temps à offrir une vision subjectivée ou normée du récit,
en fonction de la capacité du critique à composer son propre résumé, par exemple pour un Deluc dans les années 20, ou à paraphraser le matériel de promotion du film, comme c'est systématique, par exemple, dans la presse corporatiste. Dans un second temps, ce récit synthétique oriente la réception du lecteur en construisant un horizon d'attente à partir de ce qui lui est présenté comme étant les lignes de force du récit. Pour paraphraser Ricoeur, on peut dire que l'ekphrasis, en racontant à nouveau le film, le resignifie. La critique de film, même lorsqu'elle est minimale, c'est-à-dire dépourvue d'éléments d'analyse commentés, repose malgré tout sur des procédés mimétiques reprenant, comme on vient de le voir, donc, les 3 phases décrites par Paul Ricoeur, bien que ce dernier s'en tienne avant tout au travail poétique. Ceci nous mène à 2 observations. Premièrement, il existe des points communs entre écriture critique et faire artistique, dont témoigne volontiers la porosité des journalistes dédiés à la critique cinématographique et le travail de metteur en scène. Donc ceci est bien connu, la nouvelle vague a permis l'avènement d'une génération de réalisateurs formés à la création par leur activité critique. Plus encore, concernant la nouvelle vague, le processus d'apprentissage s'est fait donc par cette activité critique qui a permis d'observer, d'intégrer des modes de fonctionnement du cinéma, notamment hollywoodien, qui va être ensuite injecté de façon particulièrement visible à travers des références quasiment permanentes. Donc, bon, là encore, c'est quelque chose qui a été très étudié, la question des références au film noir hollywoodien, par exemple dans La bout de souffle de Godard. Donc on a dans l'histoire du cinéma français une collusion réelle entre références filmiques et expériences critiques qui se rejoignent notamment dans l'expression d'une certaine cinéphilie. 6 points communs il y a entre la critique et la mise en scène. Cela vient également du fait que la mimésis n'est pas exclusivement dédiée aux faire artistiques, comme nous le rappelle Jean-Marie Schaeffer, mais elle est commune à de nombreuses activités humaines dont la part de créativité peut être extrêmement relative. Donc, Schaeffer dégage 3 groupes de relations mimétiques qui, on va le voir, se rapportent aux activités critiques ou à la parodie, au pastiche. Donc, la première, la mimésis en tant que techné, mode de production basé sur la ressemblance avec la chose imitée, a pour effet l'acquisition variable d'un savoir-faire et produit des choses de même nature que son modèle. Deuxièmement, la feintise joue sur la ressemblance entre 2 choses n'ayant pas suivi le même processus de production et d'acquisition de savoir et qui, par conséquent, vont produire des objets de nature différente du modèle. Troisièmement, elle est représentation, c'est-à-dire production d'un modèle issu d'une observation de la réalité et entraînant donc une ressemblance avec cette dernière. Ces 3 déclinaisons, restreintes au domaine artistique et plus précisément à celui qui nous intéresse des pratiques réflexives, peut se décliner ainsi. La première correspondrait au pastiche ou à la parodie comme processus d'apprentissage et d'acquisition des savoir-faire. Ainsi, le cinéma policier hollywoodien des années 40 et 50 a été abondamment pastiché en France. Cela a permis l'acquisition de nouveaux procédés dramaturgiques, tant d'un point de vue narratif, notamment dans l'usage de la voix off et des récits subjectifs, que de la mise en scène, notamment tout un travail sur la question de la photographie et du cadre, qui était complètement nouveau dans le cinéma français de cette période-là. La deuxième pourrait relever de ce que l'on appelle le mockumentary. Les mockumentaries sont ces films de fiction pastichant des formes documentaires au point de se faire temporairement passer aux yeux du spectateur crédule pour un vrai documentaire. Donc la fonction de feintise est clairement assumée dans ces films. Le mockumentary, et au-delà du jeu parfois potache avec le public, n'est pas exemple d'une critique de l'empreinte des médias sur le spectateur et décortique les formes documentaires précisément pour inviter le spectateur à s'en méfier. Enfin, la troisième occurrence pourrait être le propre du pastiche, tel que Proust le pratiquait, tel que Genette le décrit, à savoir la construction d'une matrice de traits caractéristiques d'un ensemble qui appelle à une modélisation, à une synthèse stylistique et thématique, non pas du réel, mais cette fois-ci de l'œuvre d'autrui, ce qui, évidemment, rejoint la première occurrence en termes d'externalité positive, à savoir la production d'un modèle pouvant lui aussi produire du savoir et du savoir-faire. Cette troisième occurrence peut être également celle de la critique,
contrainte à synthétiser le contenu d'un film pour aller à l'essentiel, qu'il s'agisse de le décrire ou d'en offrir une grille de lecture. Alors concernant les émotions, c'est mon second point, donc les émotions jouent un rôle central dans l'activité critique et assument parfois une fonction de tri qui est souvent reprochée à la critique impressionniste dont Dominique Vaugeois vient de nous parler concernant la littérature et la critique des arts plastiques, et qu'on retrouve évidemment concernant la critique cinématographique. Donc une critique impressionniste qui serait complètement livrée à la subjectivité du journaliste, et que Badiou nomme le jugement indistinct, donc un jugement qui serait livré aux émotions. Différentes approches ont tenté de rationaliser, de tirer parti avec une certaine forme de méthode des émotions produites au contact des œuvres. Pour rester avec Ala Badiou, donc Badiou et Lévy vont par exemple proposer de s'appuyer sur les émotions produites par le film pour accéder à ce qu'ils appellent la vérité du film, une pensée du film qui s'exprimerait selon des moyens proprement cinématographiques. Ils décrivent les émotions comme produits de la mise en scène. Analyser ce qui produit les émotions, ou, dans le cas de la modernité soustractive, ce qui précisément se refuse à produire des émotions, permet d'arrêter l'attention sur des choix formels signifiants, au-delà de tout contenu qui serait facilement lisible. C'est donc pour eux une méthode qui permettrait d'accéder à une certaine forme de pensée cinéma, en tout cas de vérité sur le film. Nous pouvons retenir de tout ceci, en gardant la terminologie de Badiou, que finalement la critique, qu'elle pratique le jugement indistinct, diacritique ou axiomatique, use des émotions avec des modes de prise en compte variés, mais néanmoins bien réels, y compris, comme dans le cas notamment de Badiou et Lévy, lorsqu'elle se définit elle-même comme mettant de la non-critique. Or, les parodieurs et les pasticheurs ne procèdent pas autrement lorsqu'ils arrêtent leur choix sur des éléments stylistiques ou thématiques, sur des séquences singulières ou des moments d'acmé. Ainsi, les séquences clés retenues comme celle de la douche pour la parodie que Mel Brooks fait du Psycho de Hitchcock dans Le Grand Frisson. La parodie s'arrête sur les moments qui ont frappé l'imaginaire du spectateur, qui sont capables de produire des émotions parce que justement, les émotions participent à la mémorisation du film et effectuent une fonction de tri préalable qui configure les choix du parodiste et lui assure que l'élément imité sera bien identifié par le spectateur et que par conséquent la dimension référentielle du film sera fonctionnelle. Parce que la parodie et le pastiche cinématographique reposent sur une certaine connivence avec le spectateur, les émotions, par la fonction de tri et de mémorisation qu'elles assument, y jouent donc un rôle central. Donc j'ai décrit très rapidement quelques mécanismes communs qui traversent parodie, pastiche et critique cinématographique. L'idée n'était pas de gommer toute distinction entre ce qui relève de moyens d'expression proprement artistiques et, pour le corpus désigné, journalistique. Comme le souligne Lee Deutschen, la parodie se construit avec ce qu'elle cherche à détruire. On pourrait poursuivre en ajoutant que la critique cinématographique, au contraire, renvoie à des modalités d'expression qui lui sont exogènes. Ce qui semble ici intéressant de souligner, c'est finalement la complétude qui unit ces différentes modalités discursives sur le cinéma, puisque, pour paraphraser Benjamin, il est possible de poser les films comme des objets ouverts à une pluralité d'interprétations, à une forme d'inachèvement que viendrait ici non pas clore, mais poursuivre la critique pour la refaçonner, la compléter, la rendre accessible au grand public. Cette reformulation, cette réappréhension est tolérable d'un point de vue esthétique, et c'est ici l'idée que j'ai essayé de défendre, parce que précisément, il existe des fonctionnements communs entre l'activité créatrice et l'activité critique. Je m'appelle Quentin, je suis doctorant à Paris-Ouest en études théâtrales, et vos deux communications m'ont amené à 3 réflexions. La première, c'est que d'une certaine manière, il y a, alors c'est un peu polémique, mais une relation entre la qualité de la critique et la qualité... il y a une dépendance entre la qualité de la critique et la qualité de l'art critiqué. Et d'une certaine manière, il faudrait aussi trouver l'inverse, c'est-à-dire comment
l'inverse pourrait être vrai, c'est-à-dire qu'il y a une rénovation de l'art par la critique. Et ensuite, c'est deux réflexions sur un questionnement vis-à-vis de la critique contemporaine et la façon dont la critique historique peut nous apporter des idées de rénovation de la critique contemporaine. D'une part, j'ai l'impression que la critique n'est intéressante que quand elle pense l'impensé, et c'était notamment le cas dans cette expérience dans les années 60, c'est-à-dire il faut que la critique ne pense pas seulement l'œuvre d'art, mais pense le lieu où cette œuvre d'art a lieu précisément. Donc il faut penser dans, mais aussi autour de l'œuvre d'art, et aussi la dimension économique. C'est des choses que Diane Scott, par exemple, pour le théâtre, a essayé de mettre en valeur. Et le critique est intéressant aussi quand il se fait lui-même créateur, contrant ainsi l'un des principaux arguments contre lui, qui fait un argument qui dit que le critique n'est qu'un artiste raté. Alors c'est vraiment aussi un propos polémique, mais donc il se fait lui-même créateur, et c'est par là qu'il peut rénover l'art, se fait lui-même créateur en n'étant pas dans une cohésion nette avec l'œuvre d'art, et pas seulement dans une critique négative, mais où lui-même produit un objet, où lui-même, rendant compte de son expérience spectatorielle, va déplacer l'œuvre d'art. J'ai l'impression que ces deux communications, en tout cas, ces deux communications m'ont donné à penser ces trois choses qui peuvent être des enseignements pour une critique contemporaine qui peut paraître un peu désuète aujourd'hui. Alors peut-être deux rapides réponses de Cécile, de Sergio, sur notamment cette question donc de l'impact sur la critique contemporaine, du rapport au contemporain. Cécile. Alors, je voulais rapidement revenir sur la question de l'impensé, parce qu'effectivement, ça fait partie des fonctions que la critique cinématographique a essayé de mettre en avant, notamment pour se légitimer. La critique cinématographique a énormément de difficultés à s'imposer dans le champ de la critique et à obtenir ce qu'on appelle le droit de critique négative. Et donc, une des façons de légitimer sa place et son discours, ça a été effectivement de dire, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les années 50 notamment, de dire que effectivement, ça fait partie du rôle et des missions de la critique que de donner des clés de compréhension des films auxquels les spectateurs n'auraient pas accès, donc d'aller chercher une certaine forme de vérité qui ne serait pas immédiatement lisible dans la mise en scène et qui ne serait pas forcément consciente non plus dans le geste créatif lui-même. Donc ça, c'est une première chose. Et bon, pour revenir sur alors le dernier point, c'était sur la difficulté de la critique contemporaine. Je ne sais pas trop comment le formuler. J'ai un peu perdu le fil de mes idées aussi. La parodie et le... Non, je ne sais plus du tout où on en était. Et Sergio ? Merci pour les remarques. Par rapport à la question de la création de critique, disons, il y a un artiste italien, justement de la scène d'avant-garde de ces années-là, qui pose bien, qui absolument déteste les critiques, les commissaires créateurs, cette idée, et il pose bien la distinction entre creatore et creativo. Ouais. Je ne sais pas si en français ça création, créativité. Voilà, sûr, donc une question c'est d'avoir de la créativité, donc de monter une belle exposition, d'avoir la bonne intuition presque publicitaire ou voilà, de communication, d'être doué au niveau de la communication, de la mise en espace, etc. Et il lui dit, mais nous, les artistes, on est des créateurs, on crée une œuvre, c'est autre chose. Donc, il est très snob, bien sûr, cette position.
De Dominicis, excusez-moi, l'artiste c'est De Dominicis, c'est un artiste exceptionnel, etc. Et qui avait affaire avec Bonito Oliva, qui avait affaire avec ces personnages très forts. Donc voilà, la question est toujours là, c'est une question qui se pose aussi au niveau de l'histoire de l'art. Comment juger, comment créer des distinctions entre la créativité et la création? Quelle est effectivement une œuvre d'art? Dans ce statut, il faut le questionner pour en faire une histoire. Oui, non, c'était rapidement sur rebondir, puis parce que j'ai enfin réussi à retrouver le fil de mes notes. Justement, concernant la parodie et le pastiche cinématographique, une des grosses difficultés depuis les travaux de Jameson, c'est d'arriver finalement à faire en sorte que ces films qui font quand même œuvre, quoi qu'on pense de ce cinéma, soient appréhendés et évalués aussi indépendamment du discours critique qu'ils peuvent contenir. Et ça, c'est aussi un réel défi pour la critique, c'est d'arriver à les appréhender comme œuvres d'art et pas simplement à travers leur fonction discursive. Donc une critique de la critique, quoi, finalement, intérieure.